Première affaire, l'État de l'Ohio contre Michael McKee, 6 cours de révision, 253, 5 chefs d'accusation, 4 pour meurtre aggravé, des crimes non classifiés et 1 pour cambriolage aggravé au premier degré. Chaque chef d'accusation inclut une spécification d'arme à feu de 3 et 6 ans. Merci, annulé, veuillez vous présenter. Merci, votre honneur. Diane Menachi pour Michael McKee. Merci, votre honneur. Nous accusons réception des allégations. Lecture renoncée. Plaider non coupable à tous les chefs. Michael McKee, l'homme accusé d'avoir tué un dentiste et sa femme était de retour au tribunal, cette fois dans l'État où il est inculpé pour leur meurtre. Et il a été annoncé qu'il a engagé une avocate très en vue, Diane Menachi, quelqu'un avec qui nous avons déjà parlé ici sur Law and Crime. Que savons-nous d'elle? Mais plus important encore, y a-t-il des indices tirés de ces affaires passées couronnées de succès qui pourraient nous donner des indications sur la façon dont elle pourrait défendre cet homme? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Un couple apprécié, un dentiste et sa femme, a été retrouvé mort par balle chez eux au début de la nouvelle année. Des semaines durant, la question restait « qui aurait pu faire ça ?» À ce moment, les projecteurs se sont braqués sur l'ex-mari de la femme, un chirurgien de Chicago nommé Michel Moki. Après une chasse à l'homme, une arrestation et une extradition, il se trouve désormais dans la prison du comté de Franklin. Il a comparu aujourd'hui devant le tribunal de l'Ohio. Nous diffuserons aussi un extrait, mais notre focus dans cette parenthèse est différent. Cette affaire nous est très familière chez Law and Crime. Pourquoi? Il a pris un avocat que nous connaissons bien. C'est un nom que vous avez déjà entendu dans l'émission. Diane Menachi, une vétérane avec 27 ans d'expérience qui a travaillé sur de nombreuses grandes affaires. Elle était déjà venue à la barre latérale. Accueillons Diane Menachi, avocate plaidante dans l'Ohio. Diane, ravie de vous revoir après tout ce temps. Malheureusement, ce sont les circonstances avant même que nous abordions tous les aspects juridiques de cette affaire. Quelle a été votre première réaction en apprenant cela? Parce que cela vient de votre État? Nous la connaissons, je disais vrai. Aujourd'hui, Diane Menachi est une avocate de la défense réputée, sollicitée pour des affaires cruciales. Elle a plaidé dans certains des plus grands procès pour meurtre que nous ayons vus récemment. Donc, comme je l'ai mentionné, 7 ans d'expérience, d'accord. Elle a déposé un avis officiel de représentation dans cette affaire le 2 janvier. Elle a défendu environ 36 personnes, risquant la peine de mort, souvent dans des affaires très médiatisées du comté de Franklin. C'est aussi apparemment quelqu'un qui est opposé à la peine de mort. Pour vous donner une idée de la personne dont nous parlons. Au fait, elle a grandi à Seattle et a étudié à l'université Purdue. Diplômée en droit de l'université Tulane à la Nouvelle-Orléans, elle y travaillait à l'unité de la peine de mort du défenseur public de l'Ohio et enseigne la plaidoirie à Harvard. Elle appartient à l'American College of Trial Lawyers et à l'International Academy of Trial Lawyers. Elle est très accomplie et en fait, nous avons déjà couvert des affaires où elle représentait l'accusé dans des affaires très médiatisées. Je veux dire, vous vous souvenez des affaires du docteur de Mount Carmel, William Hussel, et de Matthew Moore? Elle prépare la défense de Michael McKee. Peut-on tirer des leçons de ces affaires précédentes, de ses tactiques ou de sa méthode? Celle qui pourrait nous donner une idée, un indice sur la façon dont elle pourrait défendre Michael McKee? Alors, la question qu'on se pose, quel genre de combat allons-nous voir? Parce qu'avec Diane Menachi dans l'équipe, il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais de la façon dont chaque élément de preuve va probablement être contesté. De la façon dont la police a mené son enquête. Depuis le début, parce que, souvenez-vous, la défense n'a pas approuvé que Michael McKee n'a pas fait ça. Leur travail, c'est de soulever un doute raisonnable. Leur travail, c'est de dire que l'accusation n'arrive pas à remplir sa charge de la preuve. Ils ne peuvent pas tout vérifier avant que j'analyse ce que nous avons vu de Diane Menachi, Michael McKee. Il a comparu plus tôt aujourd'hui devant le tribunal pour sa mise en accusation. Et par l'intermédiaire de sa nouvelle avocate, Diane Menachi, on lui a lu les chefs d'accusation officiels et il a plaidé non coupable. Résumé de cette première confrontation juridique cruciale. Première affaire, État de l'Ohio contre Michael McKee, C6, CR2, 5, 3, 5 chefs d'accusation, 4 pour meurtre aggravé, des crimes non classifiés et 1 pour cambriolage aggravé. Chacun de ces chefs d'accusation est assorti d'une spécification d'arme à feu de 3 et 6 ans. Merci, annulé, veuillez vous présenter. Merci, votre honneur. Diane Menachi pour Michael McKee. Merci, votre honneur. En ce qui concerne les accusations, nous accusons réception. Renonçons à la lecture. Plaidez non coupable, s'il vous plaît, à tous les chefs d'accusation mentionnés. Nous renonçons pour l'instant à la caution, tout en nous réservant le droit de la demander plus tard. Le plaidoyer de non-culpabilité a été rempli et signé pour ma cliente. Rien d'autre. Merci, maître.
J'ai signé le plaidoyer et le formulaire de caution indiquant la renonciation. Autre chose? Non. Merci. Merci, monsieur le juge. Merci. D'accord. Revenons maintenant à Diane Menachi, la conductrice du côté de la défense. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre en termes de stratégie? Je souhaite clarifier rapidement les points que Menachi va cibler dans cette affaire. Commençons. Michael Mackey. Il est accusé d'avoir pénétré chez son ex-femme Monique Tepi et son mari Spencer Tepi, tôt en décembre. Le 30, où les procureurs allèguent qu'il a tiré et tué les deux. Les chefs d'accusation, 4 chefs de meurtre aggravés. Nous allons décomposer cela. 2 chefs pour avoir prétendument tué avec préméditation et planification. Donc on parle de préméditation. Et 2 chefs pour avoir prétendument tué lors d'un cambriolage aggravé. C'est un peu comme la règle du meurtre lors d'un crime. Donc 2 théories différentes pour l'incriminer. Il y a aussi une circonstance aggravante majeure dans cette affaire. Un silencieux, un suppresseur, a été utilisé. Pour clarifier si c'est vrai, ce n'était pas un acte de violence aléatoire. Michael Mackey et Monique Tepi avaient un problème de nuisible et se sont mariés en août 2015. Le mariage a pris fin en mars 2016. Seulement 7 mois plus tard, Monique avait demandé le divorce, mais les documents du tribunal évoquent une incompatibilité. Et à l'époque, Mackey terminait sa résidence médicale en Virginie. Le divorce a été finalisé. Monique a refait sa vie avec Spencer Tepi et leur 5e anniversaire de mariage approchait. Et d'après tout ce qu'on sait, encore une fois, le divorce ne semblait pas très hostile, il ne semblait pas rempli d'animosité. Ce qui rend les allégations encore plus déroutantes et glaçantes. Mais pendant des années, ils ont apparemment mené des vies séparées. Mackey construisant sa carrière de chirurgien à Chicago, les Tepi construisant leur vie à Columbus, et en apparence, c'était une rupture nette, des années en arrière. Les procureurs affirment désormais que cette histoire était le mobile d'une attaque préméditée, ce qui nous ramène à Diane Menachi. Si l'on regarde ses précédentes défenses, très médiatisées, on peut peut-être voir comment elle va probablement aborder cette affaire. Par exemple, 23. Diane Menachi a défendu Rodney Venata, qui était accusé d'avoir assassiné sa propre femme, Heidi Duda, dans leur voiture, et l'accusation avait un dossier basé sur des preuves circonstancielles. Ils étaient ensemble. Il était seul, il a appelé le 1-1, mais savez-vous ce que Diane Menachi a fait? La défense de Diane Menachi reposait sur 2 piliers, une théorie alternative du crime. Alors elle a désigné un autre homme, quelqu'un avec qui la victime avait une relation et qui avait un passé violent. Et deuxièmement, elle a inlassablement accusé la police d'avoir eu une vision étroite, de s'être focalisée sur Venata dès le début et de n'avoir enquêté sur personne d'autre. Et vous savez quoi? Le jury l'a acquittée en quelques heures seulement. Cela pourrait être difficile dans ce cas. D'après ce que nous avons vu, il ne semble pas y avoir d'autres suspects possibles. Il ne semble y avoir personne d'autre qui aurait eu une rancune ou de l'animosité envers les Tepis. En ajoutant ce que l'accusation a déjà montré, il y a eu des preuves qu'ils ont suivi la voiture de Mackey dans cette zone. Jusqu'en Illinois, ils ont trouvé une arme liée aux homicides. On ignore les autres preuves numériques qu'ils ont ou les preuves médico-légales qu'ils pourraient avoir, mais c'est ce qui pourrait rendre difficile une théorie alternative. Maintenant, pourrait-elle éventuellement plaider la vision en tunnel? Peut-être, mais nous verrons comment cela évolue. Cela nous amène à l'affaire qui, je dirais, l'a sans doute rendue célèbre dans les milieux juridiques. Il s'agissait de la défense du docteur William Hussall, ici présent. L'État l'a inculpé de plusieurs meurtres, affirmant qu'il avait volontairement administré une surdose à des patients en soins intensifs. Et Diane Menachi et l'équipe de défense. Ils se sont entièrement concentrés sur la causalité et le doute raisonnable, soutenant que les patients étaient décédés de leur maladie catastrophique et non à cause des médicaments. Toute leur stratégie consistait à détourner l'attention de l'intention pour la diriger vers l'incertitude médicale complexe. Je souhaite maintenant évoquer James Allen. Répète, pièce jointe du rapport. Dites-moi si vous devez vérifier quelque chose. Au fait, D'accord. voici le patient. Nous le ferons aussi. Tu sais quoi? Parfois ça arrive, parfois non, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà fait, donc je veux juste aller ici. Pour votre remarque sur le Direction nationale du renseignement et du contrôle des circuits commerciaux, vous conviendrez qu'en termes de code, c'est Direction nationale du renseignement et du contrôle des circuits commerciaux. CCA. Confort, compassion, accompagnement signifie ne pas réanimer. Soins de confort en cas d'arrêt. C'est bien ça? Oui. Je n'utilise pas ces termes. Confort, compassion, accompagnement et conseil de concertation, c'est assez spécifique à cet hôpital. D'accord? Alors, d'après votre examen et votre travail pour l'État de l'Ohio, avez-vous appris qu'au sein du système hospitalier, confort, compassion
Accompagnement signifiait soin de confort en cas d'arrêt? Oui, c'est exact. Et avez-vous également appris, grâce à votre travail avec l'État de l'Ohio, que conseil de concertation signifie soin de confort? Oui. Oui, je le note simplement dans votre rapport. Et Direction nationale du renseignement et du contrôle des circuits commerciaux n'est pas quelque chose que vous utilisez à Vanderbilt. C'est bien ça. Vous mentionnez dans votre rapport que l'objectif du Direction nationale du renseignement et du contrôle des circuits commerciaux est d'assurer la meilleure qualité de vie en gérant les symptômes. Vous voyez comment c'est formulé? Oui. Et les fans disent que vous écrivez cela dans presque chaque compte-rendu de patient, n'est-ce pas? Oui. Vous le répétez souvent. C'est exact. En excluant les codes utilisés à Vanderbilt ou connus dans d'autres hôpitaux. Mont-Carmel-Ouest. Quand vous voyez conseil de concertation, cela signifiait soin de confort? C'est exact. Aussi, je veux te parler de cette phrase juste ici, où tu as dit ça. Monsieur Allen est resté stable en soins intensifs et son corps a accepté le traitement fourni jusqu'à son décès. Tu vois ce chiffre? 7? Oui, je l'ai vu. D'accord. Nous avons, comme vous vous en souvenez sûrement puisque vous avez consulté son dossier médical, Monsieur Allen avait 4 organes qui étaient en train de défaillir. C'est bien ça? C'est exact. Il était sous vasopresseur, n'est-ce pas? Sous respirateur artificiel aussi. Oui. Et votre conclusion concernant le 7e, c'était qu'il était stable. Je faisais référence à cela. Voulez-vous que j'explique? Je vais simplement répondre oui ou non à la question numéro 7, comme vous l'avez indiqué, n'est-ce pas? Monsieur Allen est resté stable en soins intensifs et a bien réagi au traitement jusqu'à son décès. C'est ce que... Oui, d'accord, et ensuite je veux descendre ici où vous indiquez qu'il n'y a aucune base clinique pour retirer le tube de ventilation de Monsieur Allen. Voyez-vous cette phrase? Oui. Vous seriez d'accord avec moi. Ce sont deux choses distinctes, l'indication et le consentement. Oui. L'indication est décidée par le médecin. Le consentement revient à la personne ayant la procuration durable. Kinside? D'accord. En mettant de côté l'indication si c'est la famille, proches parents, procuration durable. Retour décide d'accélérer les soins palliatifs pour une personne. Oui. C'est ce qui doit arriver. Oui, je suis d'accord. Et je ne suis pas d'accord avec la phrase que je viens de lire. Il peut y avoir une difficulté car j'ignore s'il y aura un désaccord sur ce qui est arrivé aux Tipis. Pour moi, ils ont clairement été tués chez eux, non? Il ne s'agit pas de contester la cause du décès, mais d'assembler les éléments. Concernant Mookie, la défense de Diane Minashi pourrait tenter de détourner l'attention. Les preuves médico-légales pourraient-elles avoir une autre explication? Vous savez, c'est quelque chose à prendre en compte. Oui, vous savez, les enquêteurs disent que nous avons la preuve concernant la voiture. Peut-être que j'ai la preuve de ceci. Nous avons la preuve de cela. Il faudra interroger ces experts pour savoir s'il existait un autre échantillon d'acide désoxyribonucléique. Nous sommes certains que la balistique correspond. Comment savez-vous que c'était la voiture de Mackie? Peut-être que beaucoup de gens avaient ce modèle. Donc, ce seront des moyens d'attaquer les véritables preuves balistiques numériques et technologiques. Pourrait-il y avoir d'autres possibilités? Et l'idée ici est de faire en sorte que le jury remette en question l'origine de tout le récit, comme elle l'a fait avec succès ici. Concernant le chef d'accusation numéro 11, oui, le jury dans cette affaire, dûment constitué et ayant prêté serment, déclare l'accusé non coupable du chef d'accusation numéro 11 de l'acte d'accusation pour meurtre et non coupable d'une infraction moindre, signé par chacun des jurés. Le 20 avril 2022, les 12 signatures et la désignation du président du jury sont présentes. Très bien, laissez-moi maintenant vous parler d'une autre affaire, Matthew Moore. Celle-ci était importante et je peux vous dire que c'était une histoire tragique. Sujet abordé aussi dans Prime Crime, mon autre émission. En mai 2020, une femme, Emily Noble, a disparu de chez elle à Westerville. C'était une cueilleuse passionnée par la nature. 4 mois plus tard, en septembre, ses restes ont été découverts dans une zone boisée près de chez elle, agenouillée, un câble USB autour du cou. Une bouteille d'eau était proche et son mari, Matthew Moore, a signalé sa disparition. Pas d'aveu, de témoins oculaires, ni de preuves physiques comme du sang ou de l'acide désoxyribonucléique, le liant à la scène. Tu as mentionné Diane Minashi, non? Y a-t-il actuellement des témoins oculaires des accusations contre Mackie? S'il est resté silencieux depuis son arrestation, il n'y a peut-être pas eu d'aveu. Qu'en est-il des preuves matérielles?
On n'a pas encore entendu grand-chose sur les preuves médico-légales. Mais l'accusation, en revenant à Moore, leur dossier reposait sur la théorie qu'il l'avait tuée, puis qu'il avait mis en scène la scène pour faire croire qu'elle s'était fait du mal elle-même. C'était le cœur de l'affaire, c'est ce que le jury devait décider. Évidemment, on est dans une situation différente ici. Peut-être, à moins que... Diane Menachi, je n'ai absolument aucune preuve pour affirmer cela. Ce n'est que de la pure spéculation. Peut-être dira-t-elle que la scène n'est pas ce qu'elle paraît, qu'il s'agirait d'un homicide suivi d'automutilation. Mais cela reste sans doute tiré par les cheveux. Aucune preuve n'indique que c'est leur direction. Pour cette affaire, ici c'est devenu l'alternative. Homicide ou tragique alternative. Par une femme ayant vécu un profond traumatisme, dont la perte récente de son beau-fils. Donc, deux théories. C'était l'affaire Moore, centrée sur l'interprétation médico-légale, avec Diane Menachi défendant Matthew Moore. La défense de Diane Menachi visait à présenter une alternative crédible au meurtre, s'appuyant sur des experts affirmant que les blessures pouvaient correspondre à un suicide de noble. Et elle a mis en avant l'histoire de traumatisme d'Emily, son habitude connue d'aller dans ces mêmes bois. Elle a soutenu que la police avait à nouveau une vision étroite, en se concentrant uniquement sur le mari dès le début. Toute sa stratégie transparaît dans sa déclaration d'ouverture. Nous attendons aussi que le docteur Smock vous dise qu'après avoir observé la scène et les blessures, il pense qu'il s'agissait d'un suicide mis en scène, fait pour en avoir l'apparence. En lisant la fin du livre et voyant les photos de Mademoiselle Noble dans cet état, vous pourriez penser quelque chose. Mais lorsque vous aurez l'occasion d'entendre parler des personnages, de voir la chronologie des événements, de voir les blessures et d'entendre tous ces témoignages, la fin n'est pas ce qu'elle semblait être peut-être au premier abord, mais c'est bien plus compliqué et bien plus réel que cela. Mesdames et messieurs, nous nous y attendons. Vous entendrez aussi pendant les témoignages que Monsieur Moore, depuis le début, essayait de contrôler la situation qu'il a continué à mettre en scène. Cette scène, en dehors de la scène physique que vous avez vue ou que vous verrez, s'est déroulée dans ces bois. Et nous nous attendons à ce que vous entendiez pendant le témoignage que monsieur, la victime, est. Very important time frame in this case. Entre 1h et 4h du matin, il envoie des messages à des amis disant qu'il prend un somnifère et qu'il va probablement encore dormir longtemps. Nous pensons que les preuves démontreront que dès le début, M. Moore contrôle la scène et essaie de mettre en scène ce qui sera finalement retrouvé dans ces bois. Ceci est crucial lorsque vous entendrez M. Moore et comparerez ses premières déclarations à la police sur l'heure de son réveil vers 10 ou 11 heures. Cela contredit certaines activités sur son téléphone. Cela démontre qu'il était réveillé bien plus tôt que cela, vers 3h30 du matin, et qu'il était même réveillé encore plus tôt dans la matinée, jusqu'à environ 4h du matin. Nous pensons que le témoignage révélera un important écart dans la chronologie. Vous en entendrez une partie aujourd'hui lors des déclarations initiales et de l'analyse forensique du téléphone portable. Mesdames et messieurs, nous pensons que vous découvrirez lors du témoignage que ce n'est pas tout à fait ça. L'accusé a envoyé un message texte à Emily juste avant midi la veille. Le 25e a utilisé Localiser mon iPhone, une application permettant de retrouver le téléphone de quelqu'un, et qu'il a fait cela vers midi le 25. Au lieu de quitter la pièce ou d'aller voir son voisin, Noble restait là. Nous prévoyons que vous entendrez un témoignage indiquant qu'au moins 6 heures se sont écoulées avant que monsieur a finalement appelé quelqu'un et a dit « Ma femme a disparu ». Vous verrez aujourd'hui les images de la caméra corporelle de l'agent Hollis. L'agent Hollis intervient de nouveau sur les lieux. Il est venu et a eu les premières conversations avec Matthew Moore et nous nous attendons à ce que vous voyiez, lors de ces images de la caméra corporelle, qu'il y a une zone spécifique indiquée à l'arrière, là où se trouve le garage. 2 heures après le signalement, M. Moore montre du doigt et dit « C'est bizarre ».
Quelque chose. Ce câble n'a rien à faire ici. Vous verrez sur les images de la caméra corporelle que des objets ont été déplacés. Pendant la période allant de l'arrivée initiale de l'agent Hollis sur les lieux jusqu'au moment où le prévenu désigne cette zone. Suite à cette conversation, vous entendrez M. Moore dire « Cette zone est étrange. Je n'y ai pas touché, mais cela me semble déplacé. Quelqu'un a dû faire ça. » Mais ce que nous pensons que vous entendrez, c'est que ceci n'est qu'un autre exemple de l'accusé contrôlant la scène, mettant en scène la scène pour que cela ressemble à autre chose que ce que c'était réellement. Mesdames et messieurs, après 2 semaines de témoignages, vous entendrez maintenant des preuves sur les téléphones portables, des éléments matériels et les faits impliquant toutes les personnes concernées. Et nous vous demandons d'être assidus dans votre examen, assidus dans votre analyse de la chronologie, de la façon dont les choses s'enchaînent, et assidus lors de l'examen et de la discussion de cette affaire. Et à la fin de ces 2 semaines, nous allons vous demander de voir cela exactement pour ce que c'est, et nous allons vous demander de « Vous êtes coupable de l'accusation de meurtre ». Merci. Comme je me suis présentée hier, Diane Menachi, au nom de Matt Moore, mon co-conseil, Alexandre Petrello. L'État. Je viens de les écouter pendant environ 30 minutes et ils vous ont exposé leur théorie. Leur théorie, c'est que Matt Moore a tué sa femme. Matt Moore tue sa femme à une date inconnue. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il transporte son corps dans la zone boisée où tu as marché hier et met en scène sa mort. Puis, j'ai entendu l'État dire que leurs preuves montreraient comment. Non seulement il était assez sophistiqué pour comprendre ces 2 choses, mais il a aussi fait de grands efforts pour contrôler la situation. Après le 4 mai et le 25 mai 2020 membres du jury, les preuves montreront que la théorie de l'État repose sur des spéculations et des déductions. Elle n'est pas étayée par les preuves et tout simplement membres du jury. Leur théorie n'a pas de sens. Je sais que vous avez écouté le procureur aussi attentivement que moi. Et le juge vous a déjà dit que nos déclarations liminaires ne sont pas des preuves. Ce n'est que notre façon de penser que les preuves vont se dérouler. Je dirais ceci, pendant les 30 minutes d'argumentation du procureur, ils n'ont pas mentionné le doute raisonnable. C'est leur charge. Leur charge est de prouver au-delà de tout doute raisonnable, et nous en avons parlé en détail. C'est uniquement leur charge. Le juge vous a déjà donné et redonnera les instructions de droit. Elles affirment que si l'État échoue à remplir sa charge, le seul verdict approprié pour les 3 chefs d'accusation est non coupable. Voilà pourquoi j'ai évoqué le doute raisonnable, contrairement à eux. C'est parce que, comme les juges vous l'ont dit, et comme je l'ai expliqué lors du Voirdier, le doute raisonnable est un doute fondé sur la raison et le bon sens. Donc, ce matin, pendant ma déclaration d'ouverture, je veux expliquer pourquoi il n'est pas logique que Matthew Moore, je vais l'appeler Matt, que Matt ait tué sa femme Emily, puis ait mis en scène son suicide. Membres du jury, les preuves démontreront l'absence de preuves matérielles, mais vous entendrez des éléments de preuve. L'État va présenter, nous nous y attendons. Les forces de l'ordre ont fouillé de manière approfondie la zone de Six Abbey Cross, non seulement les services de police de Westerville, mais aussi le bureau des enquêtes criminelles de l'Ohio. Ils ont été appelés en renfort. Une unité dont le seul travail est de rechercher des éléments médico-légaux. Ils sont présents, et il ne s'agit pas uniquement de la maison, membres du jury. Les preuves montreront qu'ils ont fouillé tout le périmètre. Mais les preuves montreront aussi, de manière approfondie. Ils ont fouillé l'Ultima. Ils ont fouillé la Subaru. Ils ont fouillé le grenier avec la permission de Matt. Au fait, ont-ils vraiment fait toutes ces fouilles? Ils ont fouillé la literie. Les draps qui étaient dans la chambre de Joey, où Matt Moore a dit à la police que les preuves montreraient qu'il y avait dormi.
Membres du jury, il n'y a également aucune preuve de mise en scène. J'ai bien écouté l'exposé du procureur, selon lequel leur théorie est que Matt l'a tué, l'a emmené dans la zone boisée, puis a mis en scène sa mort. Et c'est pourquoi, en écoutant ces preuves, je vous demande, membres du jury, d'utiliser vraiment votre bon sens. Parce que les preuves vont le démontrer. Émilie est retrouvée à l'endroit où vous vous êtes tenus hier. Sous cette branche, elle est retrouvée avec sa gourde à côté d'elle. Ses cheveux sont détachés. Nous le savons parce que, vu la façon dont ses cheveux sont emmêlés, quand on la retrouve, ses cheveux sont détachés. Un élastique autour de son poignet, elle porte ses vêtements de marche et un élastique autour de ses poignets. Je dis cela car la dernière personne l'a vue partir se promener. Elle porte des vêtements qui, si vous regardez bien, sont des vêtements que l'on met pour marcher. Et en fait, il n'est même pas nécessaire de regarder de près. Parce que les preuves montreront qu'elle porte ses baskets, pas les chaussures ni les vêtements qu'elle portait la veille au soir. Les preuves le prouveront, aucun doute sur la tenue de Matt et Émilie le 4, soir de son anniversaire. Parce que nous avons des photos, des selfies qu'ils ont pris d'eux-mêmes au bar pendant qu'ils fêtèrent son anniversaire. Et devinez ce qui s'est passé ? Matthew Moore a été acquitté par un jury du comté de Delaware le 6 août 2022 pour le meurtre de sa femme, Emily Noble, tu sais. C'était remarquable parce que le juge dans cette affaire, le juge du comté de Greene, Stephen A. Wolves, avait dit cela. Alors que tout le monde cherchait la justice pour Emily Noble, lui, je pense que le jury a aussi dit que la justice pour Emily n'est pas une injustice pour toi. Et ils l'ont réaffirmé. C'était aussi une affaire basée sur des théories alternatives, certains affirmant que l'enquête avait été bâclée et la scène mal sécurisée. Les avocats de la défense remettent en cause chaque aspect d'une enquête. C'est leur quotidien. Si une partie semble moins fiable, cela crée un doute raisonnable. Alors, qu'allons-nous voir dans l'affaire Michael Mockey si elle finit par aller en procès? Je ne sais pas, mais c'est en quelque sorte un aperçu de Diane Minashi, de ce qu'elle a fait par le passé. Elle a un parcours couronné de succès dans des affaires très médiatisées. Nous verrons bien, c'est tout pour aujourd'hui sur Sidebar. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou vos plateformes habituelles. Nous sommes aussi sur Peacock de National Broadcasting Company, retrouvez-nous là-bas. Suivez-moi sur X ou Instagram pour mon émission News Nation, Jesse Weber en direct. À bientôt à tous.